Les États-Unis, à mon avis, se trouvent aujourd'hui dans une position où ils ne sont plus à la pointe de la frontière technologique. On peut même dire qu'ils ne l'ont plus été depuis une dizaine d'années, ayant pris du retard dans le développement des systèmes de livraison hypersoniques. Et bien sûr, ils ont également accumulé un retard considérable dans le domaine des technologies de drones. Ils finiront par rattraper leur retard. Ils copient le drone Shahed, qui a fait la réputation de l'Iran. Mais les États-Unis sont désormais limités par la détresse des ressources matérielles et de l'énergie. Nous savons, par exemple, que le complexe militaro-industriel américain dépend de plus de 10 000 entreprises chinoises pour ses approvisionnements. Nous savons qu'un porte-avions comporte des milliers de pièces provenant en réalité des chaînes d'approvisionnement chinoises. Ainsi, plus on remonte la chaîne d'approvisionnement et plus ces éléments deviennent contraints, plus la capacité de l'Empire des États-Unis à se maintenir sur la base de l'ancien modèle thermodynamique et géospatial matériel s'amenuise. Il est probable, à mon avis, que les États-Unis seront, à la suite de la guerre en Asie occidentale, finalement contraints d'abord de se retirer d'Asie occidentale, puis d'Asie orientale. Bienvenue à toutes et à tous, merci beaucoup de nous rejoindre. Je suis Lena Petrova et je vous présente un nouvel épisode du podcast World Affairs in Context. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir à nouveau notre cher ami, le Dr. Warwick Powell. Warwick est professeur associé à l'Université du Queensland, où il travaille à l'intersection de la Chine, de l'économie politique mondiale et de la gouvernance. Je dois également préciser que Warwick tient une chaîne YouTube formidable. Elle est vraiment excellente. TO Talks, dont je mettrai le lien dans la description de la vidéo ci-dessous. Il y propose de nombreuses interviews et contenus passionnants, alors n'hésitez pas à y jeter un œil. Warwick, bienvenue à nouveau dans l'émission. C'est un vrai plaisir de te revoir. Ravi de te revoir aussi, Lena. Warwick, vous venez de publier un nouvel ouvrage fascinant intitulé Thermodynamics in a Time of Monsters, Rethinking Theory, China and International Geopolitical Economy. Tout d'abord, félicitations pour ce remarquable travail. Ce livre propose une relecture radicale de l'économie à travers le prisme de l'énergie et de la physique, où vous soutenez que la théorie économique moderne comprend fondamentalement mal le fonctionnement réel des économies. Inutile de dire que le sujet est d'une actualité brûlante, alors que la guerre en Iran se déroule et que les marchés mondiaux de l'énergie sont bouleversés et plongés dans le chaos. Warwick, pouvez-vous nous présenter la thèse principale de votre livre et expliquer comment elle s'applique à la crise géopolitique actuelle? Eh bien, merci pour ces aimables paroles, Lena. Je vais essayer de faire de mon mieux. Je dois dire que, en tant qu'ensemble d'œuvres, et comme ceux qui me connaissent le savent, j'écris énormément. Et je peux écrire beaucoup en grande partie parce que je suis à l'aise et familier avec les sujets que j'aborde. Au bout d'un moment, on finit par pouvoir produire des choses relativement rapidement. Mais ce travail en particulier, surtout la première partie, qui occupe environ la moitié du livre, a en réalité été le plus difficile à rassembler, car il a fallu s'attaquer à certaines vieilles habitudes de pensée avec lesquelles beaucoup d'entre nous ont grandi, en particulier ceux qui ont étudié la macroéconomie et la microéconomie classique. Cela a aussi impliqué de replonger dans les canons de ce que nous appelons l'économie classique, afin de reformuler les questions qui comptent vraiment. Ainsi, le livre se divise grossièrement en 4 sections. La première section tente d'établir un nouveau cadre théorique qui nous aide à saisir les dynamiques historiques du développement et du changement économique, ainsi que ce qui sous-tend en fin de compte le succès ou l'absence de succès de ces dynamiques.
J'y reviendrai plus en détail un peu plus tard. La deuxième partie pose ensuite la question suivante. En quoi ce cadre nous aide-t-il à comprendre, ou du moins à ouvrir, un ensemble de questions sur l'expérience du développement de la Chine, qui, à mon avis, a été mal comprise par de nombreux commentateurs et analystes économiques dominants en Occident. Many mainstream economic commentators and analysts in the West. I then contrast it with the experiences of... Je le compare ensuite à l'expérience des États-Unis et j'utilise ces deux cas pour illustrer comment la thermoéconomie peut servir de cadre à la formulation de certaines questions pertinentes. Ce n'est certainement pas la fin de l'histoire, mais je pense que cela invite les gens à s'engager dans un programme de recherche qui nous aide à repenser notre compréhension du monde. La dernière partie du livre, relativement courte, cherche simplement à dégager quelques fils conducteurs ou implications de certains arguments, là encore dans le but de susciter une réflexion plus approfondie sans être trop prescriptive. Ainsi, le cadre théorique dit en substance quelque chose comme ceci. Les systèmes sociaux et économiques humains sont fondamentalement des systèmes énergétiques. Ils sont intégrés dans la nature, et nous faisons partie de la nature. C'est donc le point de départ philosophique fondamental. En disant cela, on s'appuie sur des idées importantes issues des sciences matérielles, à savoir les lois de la thermodynamique. En particulier, deux lois. La première, selon laquelle l'énergie n'est pas créée, elle ne fait que se transformer. Et la seconde, l'idée que le système énergétique lui-même tend continuellement vers ce qu'on appelle l'entropie ou le chaos. Il se fragmente sans cesse et devient de plus en plus chaotique. C'est la nature du monde naturel. Ce que les sociétés humaines cherchent à faire, c'est à exploiter l'énergie disponible dans la nature et à développer des institutions, des règles, des processus, des mécanismes et des technologies, des créations humaines, afin de ralentir les dynamiques inhérentes de l'entropie, ce sentiment intrinsèque de chaos, cette trajectoire vers la fragmentation. Et nous le faisons par nos efforts. Nous essayons sans cesse. Nous ne réussissons pas toujours, mais nous essayons constamment de gouverner ce monde chaotique par des interventions négentropiques. Ainsi, au cœur de l'évolution sociale et économique de l'humanité, historiquement et sur le long terme, ce que nous faisons, c'est chercher à interposer la négentropie d'un côté, comme moyen de faire face à l'entropie de la thermodynamique de l'autre. Et c'est cette interaction entre ces deux forces qui entraîne les fluctuations et les transformations sociales et économiques. Parfois nous échouons, parfois nous réussissons. Sometimes we succeed. What that also drives us to think about, Lena, is what ultimately... Ce à quoi cela nous pousse également à réfléchir, Lena, c'est, en fin de compte, de quoi s'agit-il dans ce processus de transformation énergétique? Les systèmes économiques sont en réalité des moyens par lesquels les êtres humains exploitent l'énergie disponible dans la nature. Nous cherchons à la stocker et à l'utiliser pour créer des systèmes qui permettent à nos systèmes sociaux et économiques eux-mêmes de se reproduire. Ce que nous faisons aujourd'hui doit être suffisant pour nous permettre de le refaire demain. Ainsi, nous posons un ensemble de questions différentes lorsque nous réfléchissons en termes thermoéconomiques par rapport à la tradition de l'économie classique, qui s'intéresse bien davantage aux questions de production, aux sources de valeur, à la relation avec la nature, à la circulation de la valeur, ainsi qu'à la production et à la circulation de ce que l'on appelle la valeur excédentaire, par opposition à l'économie dominante moderne, qui pose un autre ensemble de questions. En réalité, cela suppose la disponibilité des choses, même si cela part du principe qu'elles sont rares, et cela s'interroge simplement sur le mécanisme des prix et sur la manière dont celui-ci influence l'allocation des ressources. Pour ma part, je m'intéresse à un ensemble de questions totalement différents. Je ne m'intéresse pas tant au mécanisme des prix et à l'allocation des ressources,
qui relève d'une question d'équilibre de marché. Ce qui m'intéresse, ce sont les dynamiques fondamentalement ancrées des systèmes sociaux et économiques humains et leur capacité à se reproduire eux-mêmes. Une bonne façon d'y réfléchir est d'avoir en tête une sorte d'analogie. Et l'analogie que j'utilise souvent est celle de la chasse. Ainsi, lorsqu'un chasseur traque une proie et parvient à la capturer, cette proie contient bien sûr une grande quantité d'énergie que le chasseur consomme. En consommant cette proie, le chasseur peut repartir chasser le lendemain. Mais cette proie doit contenir suffisamment d'énergie pour compenser également les 9 autres tentatives infructueuses du chasseur. Celui-ci a dépensé de l'énergie dans le processus de capture et, ayant enfin réussi, l'énergie obtenue doit compenser tous ses efforts vains. Cette proie doit aussi fournir assez d'énergie pour tout ce qui rend la vie de ce chasseur possible, le système social qui dépend de l'énergie issue de cette proie. Ainsi, cette propriété énergétique contenue dans une seule proie doit en réalité subvenir à un ensemble de besoins bien plus complexes. Si elle n'y parvient pas, alors, avec le temps, l'ensemble du système perd l'excédent d'énergie nécessaire à son maintien. C'est à ce moment-là que nous assistons à un déclin systémique. La grande mesure, le véritable indicateur qui compte, est ce que, en économie, nous appelons le rendement énergétique sur l'énergie investie. Autrement dit, combien de tentatives infructueuses et combien d'énergie consommons-nous pour capturer cette proie? Et quel est le rapport entre ces deux éléments? Les sociétés complexes deviennent possibles lorsque nous atteignons des systèmes présentant un rendement énergétique sur l'énergie investie extrêmement élevé. Et bien sûr, au cours des 2 derniers siècles environ, les économies occidentales en particulier ont atteint cet objectif grâce à leur capacité à exploiter le potentiel énergétique des combustibles fossiles. Cela a permis aux sociétés humaines de développer une vaste gamme de superstructures complexes, si l'on peut dire, en raison de la disponibilité de ce potentiel énergétique. Je vais donner une dernière analogie, puis passer à 2 autres éléments du cadre théorique qui, espérons-le, compléteront le tableau. Une excellente analogie, en dehors de celle de la chasse, est que l'énergie excédentaire est également consacrée à la fabrication de choses qui durent plus d'une seule période de temps. Ainsi, non seulement l'énergie nécessaire à la consommation et au renouvellement de l'organisme compte, mais nous construisons aussi des choses qui durent. Bâtiments, usines, machines, infrastructures. Et ces éléments doivent être pris en compte ou conceptualisés comme de l'énergie incorporée, car ce qu'ils sont aujourd'hui résulte de l'énergie qui a été consommée pour les créer. Et bien sûr, la durée de leur existence dépend en partie des interventions négentropiques que les humains réalisent grâce à des investissements énergétiques tels que l'entretien et la maintenance. L'entropie tend toujours, en un sens, à faire se dégrader et s'effondrer cette infrastructure. Ce que nous essayons de faire, c'est prolonger la vie de ce monde matériel par des interventions négentropiques qui nécessitent de l'énergie. Ainsi, en fin de compte, ce que fait le substrat énergétique, c'est qu'il établit les conditions mêmes de notre existence et par conséquent détermine à la fois les conditions de possibilité et les conditions de contrainte. Or, les sociétés humaines complexes impliquent de multiples acteurs avec une division du travail. La coordination et le déplacement des ressources à travers ces processus de transformation, ainsi que la circulation de l'énergie excédentaire, sont rendus possibles par ce que nous appelons la valeur d'échange. La forme la plus courante et la plus omniprésente de valeur d'échange est l'argent. L'argent permet aux humains de faire des revendications sur une valeur future. Et la valeur, en ce sens, est comprise comme une propriété énergétique.
Ainsi, nous formulons des revendications. Nous nous donnons la capacité, grâce à cette convention sociale qu'est la monnaie, de faire valoir des droits sur des choses à venir, qu'elles soient physiques, matérielles ou énergétiques, sur l'énergie incorporée de l'économie réelle. Ou bien, nous pouvons en réalité faire valoir des droits sur d'autres droits. Nous pouvons échanger un type de monnaie contre un autre. C'est ce que nous appelons bien sûr le marché d'échange, où nous pouvons échanger de la monnaie contre d'autres types de droits. Et ces autres types de droits sont plus conditionnels que la monnaie. La monnaie est générique, elle est entièrement fongible. Elle peut être échangée contre n'importe quoi. Mais les autres types de droits conditionnels ne possèdent pas tout à fait cet ensemble de propriétés universelles et flexibles. Ils sont conditionnels. Et par là, je veux dire des choses comme les actions, les titres, les contrats à terme, les produits dérivés, les obligations, et ainsi de suite, qui donnent aux détenteurs de ces instruments de promesse le droit de faire valoir une créance sur une certaine forme de valeur future. Mais ces créances sont conditionnelles. Ainsi, si je détiens des actions dans une entreprise particulière, cela m'autorise à faire valoir une créance sur deux types de valeurs. La première est le revenu sous forme de dividende, qui se présente sous forme d'argent, mais uniquement issu des activités de cette entreprise, pas de celles d'autres entreprises, uniquement de celles-là. Ou bien cela m'autorise, si je vends ces actions, à réaliser une plus-value. Voilà. Cela m'autorise donc à un type de valeur très particulier. Il en va de même pour les obligations. Elles me donnent droit à un paiement d'intérêt versé par ceux qui ont émis ces obligations. Nous avons donc désormais une architecture systémique qui inclut un substrat matériel doté de propriétés énergétiques. Nous avons un niveau de substrat financier qui se divise entre la monnaie et cette autre valeur d'échange conditionnel. Dans mon livre, j'en parle en des termes plus classiques, comme du capital fictif. Nous avons donc du capital fictif, du capital monétaire et un substrat énergétique. Si vous pouvez imaginer dans votre esprit un système circulaire où les humains effectuent un travail qui permet la transformation de l'énergie et qui se déplace dans une direction, comme une chaîne d'approvisionnement lorsque nous produisons des biens et les faisons circuler vers la personne suivante. Ce qui fonctionne dans l'autre direction, c'est le mouvement des paiements. D'accord. Donc, les paiements sont en réalité le pendant de ce qui se passe dans le monde physique. Qu'est-ce qui relie ces deux éléments? C'est le troisième circuit qui rassemble ce cadre théorique. Ce qui maintient ces deux circuits ensemble, c'est l'information. L'information constitue, si l'on veut, le troisième pilier de notre architecture socio-économique. L'information permet aux acteurs d'agir au niveau du substrat matériel. Nous avons des connaissances. Nous disposons d'informations sur les choses avec lesquelles nous interagissons. Combien elles sont, quel est leur poids. Nous apprenons leurs propriétés, comment nous pouvons leur appliquer de l'énergie ou tout autre procédé pour les transformer. Nous avons aussi des connaissances sur les autres acteurs du système, les contreparties. Et bien sûr, ceux qui achètent les biens créés ont également besoin d'informations sur ce que sont ces biens et sur les personnes auprès desquelles ils les achètent. Ainsi, l'information est en réalité ce qui relie ces circuits entre eux. Chacun de ces circuits possède sa propre vie. Les sociétés qui réussissent sont celles qui parviennent à stabiliser l'interaction dynamique entre ces trois circuits, non pas de manière statique, mais dans un équilibre dynamique. Car la seule chose que nous savons, comme je l'ai dit au départ, c'est que la nature elle-même est anthropique. La nature ne reste de toute façon pas immobile. Nous nous adaptons donc constamment à cette réalité, tant dans la façon dont nous gérons la liquidité du système pour maintenir l'activité en mouvement, que dans la manière dont l'information permet une coordination réussie ou non. La dernière chose que je dirais à propos de l'information,
c'est un point important, est que l'information, depuis les travaux fondateurs de Claude Shannon en 1948, est largement considérée comme intrinsèquement négentropique. En d'autres termes, l'information est l'ingrédient essentiel qui permet aux sociétés humaines d'apporter de l'ordre au chaos anthropique du monde naturel. Je soutiens en réalité que ce n'est pas nécessairement le cas, car l'information elle-même est une propriété énergétique. Nous ne pouvons pas avoir d'information sans utiliser de l'énergie pour la créer, la collecter, la stocker, la traiter, la transmettre. Et à cause de cela, il est possible que l'énergie que nous utilisons pour ce système d'information soit en réalité supérieure à ce que nous en retirons grâce à ce que cette information nous permet de faire. Si tel est le cas, l'information en question est en fait anthropique elle aussi. Un exemple concret de cela, bien sûr, c'est le baratin, le bruit systémique, c'est-à-dire l'incapacité de l'information à fonctionner comme un mécanisme de construction de la confiance. Voilà. Nous en sommes donc arrivés à un point où, dans un environnement où l'IA génère toutes sortes d'artefacts informationnels, il devient de plus en plus difficile de distinguer l'information négentropique du bruit et du non-sens de l'information anthropique. Une information qui, d'un point de vue systémique, est en réalité non viable. C'est précisément ce que la première partie du livre cherche à explorer. Si le public peut imaginer, se représenter mentalement, que nous avons quelque chose comme une triple hélice de transformation matérielle et énergétique, de flux financiers et d'informations, tous étroitement entrelacés et évoluant dans le temps, alors nous commençons à percevoir ce qui rend nos systèmes sociaux et économiques uniques. Et à travers cette perspective, nous pouvons comprendre ce qui fait fonctionner ces systèmes et ce qui les rend fragiles. C'est absolument fascinant, Warwick. Merci de nous avoir expliqué tout cela. C'est très différent, très intéressant, et je pense qu'il s'agit d'un concept entièrement nouveau. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. L'économie traditionnelle, bien sûr, se concentre sur les prix, les marchés et le capital. Dans votre livre, vous soutenez au contraire que la disponibilité et l'efficacité de l'énergie déterminent la véritable capacité économique et que les systèmes financiers sont en quelque sorte des représentations secondaires de processus physiques sous-jacents. Je sais donc que ces concepts peuvent parfois prêter à confusion. Donc, si nous essayons de replacer cela dans le contexte des événements actuels, par exemple pour l'illustrer à nos téléspectateurs, le président Trump a déclaré que nous pourrions prendre le pétrole de l'Iran, par exemple. Il est clair que la compétition pour l'énergie est désormais au premier plan de la politique et des relations internationales. Bien sûr, cela est motivé par la politique étrangère des États-Unis. Mais si l'on replace cela dans le contexte de la guerre en Iran et de la dimension énergétique de cette crise, que pouvons-nous apprendre sur la guerre en Iran en appliquant les concepts de votre livre? Écoutez, c'est une excellente question et en fait extrêmement opportune. Lorsque j'ai commencé à travailler sur ce livre il y a 35 ans, en y réfléchissant en arrière-plan, puis en m'asseyant enfin, il y a environ 1 an, pour commencer à esquisser comment certains de ces éléments s'articulent, je n'avais certainement pas en tête la guerre contre l'Iran. Mais c'est en réalité une illustration très parlante de certains des principes fondamentaux contenus dans la thermoéconomie. Premièrement, les tentatives des États-Unis de prendre le contrôle des ressources énergétiques fondamentales d'autres pays, le Venezuela aussi bien que l'Iran, peuvent en partie s'expliquer par le fait que les États-Unis ont, au cours des 20 à 30 dernières années, connu une lente diminution de leur rendement énergétique systémique sur l'énergie investie.
Ainsi, même s'il y a eu, à un certain niveau, une abondance de nouveaux types d'énergie, notamment grâce au développement de l'industrie du schiste, ce que nous observons en réalité à l'échelle du système, c'est une diminution de l'efficacité énergétique. C'est donc le premier point. Comment les sociétés réagissent-elles à cela? Elles peuvent répondre de nombreuses manières différentes. Et cela, je pense, montre comment le contexte politique et institutionnel détermine certains types de réponses à l'échelle de la société et du politique. Certaines sociétés peuvent, par exemple, chercher à explorer de nouvelles voies de renouvellement énergétique, que ce soit par de nouvelles formes d'énergie, davantage de recherche et développement, etc. D'autres sociétés, qui n'y parviennent pas, connaissent bien sûr progressivement les symptômes d'une efficacité énergétique décroissante, ce qui peut se traduire par une dégradation des infrastructures. Ainsi, on peut constater que lorsque les infrastructures commencent à se détériorer, c'est qu'elles ne sont pas entretenues ni surveillées correctement. Nous pouvons voir cela comme un symptôme de l'augmentation du sans-abrisme. L'énergie excédentaire insuffisante au sein de notre système social est désormais dirigée vers la fourniture de logements et l'aide alimentaire aux personnes sans emploi. Les systèmes politiques peuvent aussi chercher à accéder à de nouvelles formes d'énergie à faible entropie provenant d'autres sources. Ils peuvent le faire de plusieurs manières. Ils peuvent bien sûr les acheter. C'est ce que nous attendrions normalement des organisations, des entreprises et des pays. Ils chercheraient à acquérir ces ressources auprès de ceux qui les possèdent. Mais bien sûr, certains systèmes politiques pourraient décider simplement d'aller les prendre. Et pour cela, on peut appeler cela une forme d'impérialisme thermodynamique. La quête de nouveaux marchés, ou l'impulsion impériale, ne consiste pas seulement à trouver de nouveaux endroits où vendre des produits. Il s'agit en réalité d'accéder à des ressources énergétiques fondamentales. C'est donc la première chose que l'on peut dire de l'impérialisme. La guerre contre l'Iran, par exemple, peut être vue comme un système américain cherchant à prendre le contrôle de ressources dont le rendement énergétique sur l'énergie investie est systématiquement supérieur à celui du système américain lui-même. La deuxième partie de cette histoire, bien sûr, est que lorsque les systèmes se sentent menacés, ils peuvent aussi chercher à refuser à d'autres l'accès à ce type de ressources. Ainsi, la question iranienne et la question vénézuélienne peuvent également être interprétées comme des tentatives visant à empêcher d'autres acteurs d'accéder à ces ressources. Mais je pense qu'il y a une autre dimension vraiment intéressante à tout cela, et qu'elle se déploiera au cours des prochains mois. L'un des effets immédiats de la guerre contre l'Iran et des manières dont l'Iran a réagi en mettant en place, en quelque sorte, un système de gouvernance sur le détroit d'Ormuz, est que le gaz naturel liquéfié, principalement en provenance du Qatar, n'a en réalité pas été acheminé vers le marché mondial. À présent, les États-Unis, grâce à une industrie du schiste en expansion, sont devenus l'un des plus grands producteurs mondiaux de GNL. Je devrais toutefois ajouter que ce système de production connaît une baisse du rendement énergétique sur l'énergie investie. Il coûte aujourd'hui plus, en termes énergétiques, pour extraire la même quantité de gaz naturel liquéfié qu'il y a 10 ans. Ainsi, l'efficacité de cette énergie est aujourd'hui plus faible qu'elle ne l'a jamais été, même s'il existe une abondance de réserves. Nous savons que les gisements de pétrole de schiste contiennent effectivement une grande quantité de matières premières, mais son extraction et sa récupération exigent aujourd'hui un engagement énergétique plus important que jamais. Cela donne lieu à plusieurs phénomènes très intéressants que révèle une approche thermoéconomique. Tout d'abord, à mesure que les prix augmentent en raison d'une rareté relative, cela procurera un avantage financier à l'industrie américaine du pétrole de schiste et du GNL.
Cela attirera bien sûr davantage d'intérêt et d'engagement d'efforts dans la quête de rendements financiers plus élevés ou de valeurs d'échange supérieures. Mais en même temps, le fait que les valeurs d'échange augmentent dans ce secteur particulier ne change pas fondamentalement le substrat matériel ou énergétique, car la nature a déterminé que ce substrat coûtera plus d'énergie pour extraire la prochaine unité de GNL. Et à cause de cela, nous nous retrouvons avec une dynamique où nous commençons à accélérer l'extraction de cette ressource sur la base du fait que les récompenses en valeur d'échange sont élevées, tout en accélérant en réalité les dynamiques anthropiques contenues dans la ressource elle-même. Nous anticipons donc, de bien des manières, la diminution de l'efficacité énergétique. Ainsi, tandis qu'un secteur de l'économie tire profit de la valeur d'échange, il sape en réalité l'efficacité du surplus énergétique de l'économie politique américaine dans son ensemble. Excellent pour l'un, néfaste pour les autres. Ainsi, cette perspective nous aide à comprendre non seulement la politique de l'impérialisme thermodynamique et des guerres de l'énergie, mais aussi les implications à plus long terme, à mesure que le capital financier, en un sens, se détache du monde réel. Car à un moment donné, nous constatons, et cela a toujours été le cas historiquement, que le monde réel a le dernier mot. Nous le voyons, bien sûr, dans ce que nous appelons les crises financières. Il s'agit essentiellement de l'expansion continue des créances émises sur le monde, alors que le monde lui-même a une capacité limitée à honorer ses créances. Ainsi, à mesure que la liquidité dans le système augmente, car c'est ainsi que fonctionne ce système d'accumulation du capital, la nature, elle, ne croît pas au même rythme. Elle ne nous rend pas ce que nous lui réclamons au même rythme que les créances émises sur elle sont produites. Nous pouvons faire steptimridis mess instantanément. We can create promissory notes instantly. We can create as many as we want. Nous pouvons en créer autant que nous le voulons, mais nous ne pouvons pas faire en sorte que la nature aille plus vite d'un claquement de doigts. Les développements technologiques nécessaires pour devenir plus efficaces dans l'extraction d'énergie, ou quel que soit le domaine concerné, demandent eux-mêmes beaucoup de temps et d'efforts. Ainsi, le système de liquidité finit par dépasser, imaginez-le comme une coquille en quelque sorte. Il dépasse ce substrat énergétique fondamental, et à un moment donné, tout s'effondre, car trop de revendications sont faites sur le monde réel, et le monde réel ne peut pas y répondre. Alors, comment cela se manifeste-t-il? D'abord, cela se manifeste par une restructuration du bilan. Donc, toi et moi, venant d'un milieu financier, comprenons comment cela se matérialise. Soudainement, les chiffres qui apparaissent dans un grand livre sont modifiés, n'est-ce pas? Et cela a des répercussions en cascade en matière de droit sur d'autres éléments, car nous avons utilisé une partie de ces chiffres, que nous appelons des valorisations, pour nous permettre d'accéder à d'autres formes de capacité de valeur d'échange financière. Ainsi, la première chose qui se produit, c'est une restructuration du bilan. Cela peut conduire des entreprises à la faillite financière. L'avantage de ce processus, c'est qu'il laisse souvent le substrat matériel intact. L'usine est toujours là. Les machines sont toujours là. Elles peuvent être remobilisées à nouveau. Ils ne sont pas détruits, simplement parce que le bilan a été anéanti. Cependant, nous savons aussi que si le bilan est détruit jusqu'à un certain point et qu'il y a des dettes à rembourser, la liquidation de l'infrastructure matérielle pour satisfaire les exigences financières engendrées par cet effondrement peut également conduire à la destruction des fondations matérielles. Les usines sont démontées, les équipements vendus de toutes sortes de manières, les choses transformées en ferraille, simplement pour réaliser le potentiel de valeur d'échange de ce substrat matériel. Et si cela se produit, nous avons essentiellement détruit un potentiel énergétique que nous avions accumulé pendant de nombreuses années,
très, très rapidement. Et cela peut redevenir tout à fait désastreux. Cela satisfait ceux qui ne s'intéressent qu'au monde du capital d'échange. Mais cela n'aide pas ceux d'entre nous qui comprennent que les sociétés fonctionnent parce qu'elles peuvent fournir de la nourriture aux gens et du carburant aux machines. Et sans les ressources réelles, nous n'obtenons ni l'un ni l'autre. C'est donc ainsi que je commencerai à aborder cette question de la guerre contre l'Iran. Il y a bien sûr de nombreuses autres dimensions, mais à ce niveau de base, fondamental, voici quelques-uns des éléments dont je pense que nous devons être très très conscients. L'un des aspects les plus, je dirais, intéressants et fascinants du livre est bien sûr la discussion sur la croissance de la Chine. Et j'ai apprécié la manière dont vous l'avez présentée, non pas simplement comme une réussite politique, mais en réalité comme un investissement dans des systèmes énergétiques à haute efficacité, l'électrification, des chaînes d'approvisionnement hautement optimisées et une meilleure cohérence entre la production physique et la structure économique de la Chine. Que fait précisément la Chine de différent par rapport à l'Occident dans ce domaine? Je sais que cela vous semble sans doute une question très simple, mais je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment en quoi ce cadre diffère de celui de l'Occident, qui, comme vous le dites, s'est tourné vers la spéculation financière, n'est-ce pas? Ce sont donc deux mondes distincts. Pourriez-vous nous expliquer concrètement ce que la Chine fait différemment de l'Occident, ce qui stimule son économie et en pratique laisse les États-Unis à la traîne? Je pense que la Chine fait deux choses principales. Premièrement, elle se concentre fortement sur ce niveau matériel et fondamental. Et elle le fait en grande partie en raison de sa propre mentalité et de son histoire en matière de gouvernance. Le gouvernement chinois d'aujourd'hui a tendance à aborder les questions économiques à travers le prisme d'un marxisme cynisé. Bien sûr, le marxisme a joué un rôle important dans la pensée du Parti communiste chinois depuis sa fondation dans les années 1920 jusqu'à aujourd'hui. Et le marxisme, ou du moins certains de ses courants, s'est intéressé aux questions liées aux soi-disant forces productives. Ces dernières années, on a d'ailleurs beaucoup entendu parler de cette idée de force productive de haute qualité. C'est donc une manière de cadrer le monde, et en le cadrant, cela crée un champ de visibilité pour les interventions. C'est la première chose, cela se concentre très fortement sur cet élément fondamental matériel, fondateur. La deuxième chose dans ce cadre est que cela, que ce soit par conception ou par coïncidence accumulée, était très largement ce que j'appellerais un état thermodynamique, en ce sens que ces processus de développement ont de facto impliqué une transformation continue de ce substrat énergétique. Le développement économique chinois, bien sûr, a été fortement dépendant des hydrocarbures et continue d'ailleurs à l'être sous de nombreuses formes. Mais, et c'est un mais important, elle comprend aussi qu'il existe des conséquences et des limites à cette dépendance. Ainsi, au cours des 25 dernières années environ, elle a réalisé d'importants investissements dans toutes sortes d'autres moyens d'exploiter l'énergie présente dans la nature. Vous vous souvenez de la première loi de la thermodynamique. L'énergie ne peut être ni créée ni détruite. Elle est simplement transformée. Ce que les sociétés humaines cherchent à faire, c'est trouver des moyens de capter l'énergie que la nature possède en abondance et de la rendre disponible pour ces processus économiques de transformation. Et cela s'est fait littéralement en investissant dans à peu près tous les types de processus de transformation énergétique connus de l'humanité, qu'il s'agisse des énergies renouvelables, comme le solaire et l'éolien, ou de domaines tels que la liquéfaction du charbon, la gazéification du charbon et, plus récemment, l'hydrogène.
Et bien sûr, la Chine dispose depuis longtemps d'une expertise dans le domaine du nucléaire, qui évolue aujourd'hui vers des avancées et des percées dans la fusion. Certaines de ces percées sont d'ailleurs poursuivies, non pas parce qu'on s'attend à ce que la fusion, par exemple, devienne la principale source d'énergie du système dans les 5 prochaines années, ce ne sera pas le cas, mais parce qu'on prévoit qu'elle deviendra une source d'énergie essentielle d'ici environ 25 ans. It's expected to become a critical source of energy in 25 years. As the renewable energy... À mesure que les infrastructures d'énergie renouvelable commencent à se dégrader et atteignent la fin de leur durée de vie utile, il est très probable qu'à l'horizon 2050, bon nombre des éléments que nous connaissons aujourd'hui deviendront redondants sur le plan systémique ou joueront un rôle très différent au sein du système énergétique. À mesure que d'autres sources, comme l'hydrogène et la fusion, prendront une place plus importante. Un autre domaine dans lequel la Chine a beaucoup investi est celui des technologies de stockage. C'est l'investissement dans la technologie de stockage et la chimie qui l'accompagne, qui a permis à la Chine d'exploiter plus efficacement les énergies renouvelables, en particulier le solaire et l'éolien, et de transformer son rôle sur le plan systémique. Les énergies renouvelables ont toujours été soumises à l'intermittence. Le soleil ne brille pas toujours, le vent ne souffle pas en permanence. Mais grâce aux technologies de stockage, il est possible de résoudre ce problème d'intermittence et de rendre cette énergie disponible à tout moment, selon les besoins. L'autre domaine dans lequel la Chine investit massivement, c'est ce que j'appelle les micro-niveaux de l'énergie. Et elle le fait de plusieurs manières. Certaines des technologies en cours de développement atteignent un niveau extrêmement nano. Des technologies énergétiques pouvant être intégrées dans des vêtements ou de très petits appareils qui captent littéralement l'énergie de la nature à travers le mouvement, le vent et ce genre de phénomènes. Et nous voyons maintenant l'application de ces technologies que nous appelons TENG, T-E-N-G-S, générateur nanotriboélectrique. Ce type de technologie se retrouve désormais dans des vêtements qui permettent de capter l'énergie issue de nos mouvements. Elle est également utilisée dans des capteurs déployés dans l'océan, de sorte que ces capteurs produisent littéralement leur propre énergie, simplement en flottant. Cela leur permet de recueillir des données sur l'environnement marin et de les transmettre. Cette technologie accomplit donc beaucoup dans ce domaine, tout en entraînant d'importantes améliorations de l'efficacité énergétique. Ainsi, non seulement cela transforme les manières dont l'énergie peut être exploitée, mais cela en modifie également l'efficacité et l'utilisation grâce à des interventions dans des domaines tels que les développements en 2D qui permettent une utilisation de l'énergie plus rentable ou plus économe, ainsi que dans des secteurs comme la micro-informatique. De nouveaux matériaux sont en cours de développement où l'application de matériaux existants est étendue, offrant des propriétés de transmission d'énergie d'une efficacité remarquable. Des éléments comme le graphène ouvrent la voie à une transmission de l'énergie encore plus performante. Ainsi, la Chine s'attaque en un sens à la question énergétique dans toute son ampleur. Par contraste, les États-Unis ne l'ont pas fait. Les États-Unis se sont largement appuyés sur des systèmes très traditionnels de production et de distribution d'énergie. Et le prix que les États-Unis paient, en un sens, pour cette complaisance, si l'on peut dire, fondée sur l'abondance superficielle dont ils ont bénéficié, est qu'ils connaissent désormais une dégradation systémique. Non seulement à un niveau d'efficacité globale, comme je l'ai évoqué, mais nous commençons à l'observer sous des formes physiques très concrètes. Le réseau de transport d'électricité, par exemple, nécessite d'importantes mises à niveau pour répondre aux nouvelles demandes.
les systèmes de transmission et les lignes à haute tension ont tous besoin de mise à niveau majeure si l'on veut répondre à la demande exercée sur le réseau par des technologies comme l'intelligence artificielle. Nous avons désormais vu des rapports indiquant que certaines régions des États-Unis repoussent des projets de centres de données liés à l'IA, car le système énergétique ne parvient pas à suivre. C'est ce que l'on observe dans le Maine, par exemple. J'ai vu un rapport au cours des dernières 24 heures, je crois que c'était dans Bloomberg, mentionnant des projets dans le Maine annulés ou reportés jusqu'à ce que le réseau énergétique puisse être reconstruit. Voici maintenant le défi. Le réseau énergétique dépend de la disponibilité d'un large éventail d'équipements, des transformateurs par exemple, ainsi que de la main-d'œuvre qualifiée, des personnes ayant l'expertise nécessaire pour travailler dans un environnement à haute tension. Devinez quoi? Les travailleurs qualifiés dans les environnements à haute tension sont en pénurie, premièrement. Et deuxièmement, une grande partie de cet équipement est également en pénurie, dont une grande partie d'ailleurs provient d'autres régions du monde, principalement de Chine, mais pas uniquement. Une grande partie de tout cela dépend de l'approvisionnement en cuivre. Maintenant, voici ce qui est intéressant, et je vais relier cela à ce qui se passe en Iran. La guerre contre l'Iran affecte le marché du soufre, et le soufre est un élément essentiel des procédés permettant d'affiner le minerai de cuivre afin d'en extraire le cuivre, ce qui impacte environ 20% de l'approvisionnement mondial. Ainsi, la guerre n'affecte pas seulement le pétrole et le gaz. Elle touche aussi, comme nous le savons, les engrais, mais également ces ingrédients chimiques fondamentaux nécessaires à la fabrication d'autres produits. Ainsi, au cours des prochaines années, je soupçonne que nous allons assister à une augmentation des coûts de production, de renouvellement et de développement des systèmes énergétiques, ainsi qu'à une pénurie d'équipements essentiels à la croissance de l'économie américaine. Et qu'est-ce que cela va provoquer? Eh bien, c'est un peu spéculatif, mais je pense qu'il faut garder à l'esprit qu'à mesure que l'industrie redouble d'efforts, et qu'elle est en réalité à peu près la seule à générer une croissance du PIB aux États-Unis, elle va exercer une pression considérable sur le système énergétique. Et en formulant ces exigences, elle sera en mesure d'offrir des prix plus élevés pour l'énergie et l'électricité disponibles que les autres utilisateurs industriels. Cela rendra les autres secteurs industriels moins compétitifs, au point que certaines usines pourraient finir par céder. Et bien sûr, l'augmentation du coût de l'électricité dans certaines régions du pays exercera une pression supplémentaire sur les ménages. À mesure que les ménages seront mis sous pression, un monde d'ayant et de n'ayant pas en matière d'électricité commencera à émerger, avec une pression et une clarté accrues. Et cette clarté aura en fin de compte des répercussions politiques également. Ainsi, une pénurie de nourriture, une pénurie d'électricité, une pénurie d'essence abordable. Tout cela commence à exercer une pression incroyable sur les fondements mêmes du tissu social. Rappelez-vous, les sociétés fonctionnent lorsqu'il y a de la nourriture pour les gens et du carburant pour les machines. Et si vous ne pouvez pas assurer ces deux choses, alors la société commence réellement à se désagréger. Et à mesure qu'il s'effondre, il libère une nouvelle forme d'énergie, si l'on veut. Une énergie politique, une énergie de colère, de frustration, et le sentiment que le rêve promis comme partie intégrante de l'histoire américaine se transforme désormais en cauchemar. Voilà donc les conséquences politiques de l'incapacité à traiter en temps voulu les substrats énergétiques fondamentaux du système. Il existe des différences entre ce que la Chine a fait, parfois pour des raisons sans rapport, parfois par hasard ou coïncidence, et parfois grâce à une bonne planification, et les conséquences de la manière dont les institutions américaines et les structures d'incitation ont favorisé les systèmes existants d'énergie issus des hydrocarbures.
the incumbent systems of hydrocarbon energy. Exactement. Et bien sûr, l'énergie a été au cœur de nombreux conflits et guerres par le passé. Et je ne peux qu'imaginer que cela restera vrai à l'avenir. L'accès à l'énergie et aux minéraux des terres rares, aux minéraux en général, influencera certainement les décisions politiques à mesure que l'intelligence artificielle progresse, s'améliore et se développe, et que d'autres domaines scientifiques suivent la même voie. Lorsque nous réfléchissons à la géopolitique, et plus précisément à la compétition entre grandes puissances, comment les contraintes énergétiques ou l'accès aux ressources énergétiques vont-ils remodeler les hiérarchies du pouvoir mondial au cours des, disons, 5 à 10 prochaines années, voire 20 ans, si l'on veut se projeter plus loin? Comment pensez-vous que cela influencera les dynamiques du pouvoir mondial à l'avenir? Eh bien, tout d'abord, les pays qui parviennent à mener à bien un renouvellement énergétique, en continuant à introduire de la négentropie à mesure que les systèmes se dégradent progressivement, seront capables de répondre aux besoins de leur propre société. C'est probablement le premier point. Et cela, en partie, déterminera la manière dont la géopolitique mondiale fonctionnera, car les pays stables et à l'aise avec eux-mêmes sont en réalité dans une meilleure position et subissent beaucoup moins de pression pour explorer d'autres options, comme piller d'autres pays pour leurs ressources. Donc c'est le premier point. Le message, en réalité, est que les pays doivent se concentrer sur la garantie de leur capacité à entreprendre des processus de renouvellement énergétique réussis lorsque le moment viendra. C'est une vision si indépendante du type de système énergétique. Energy system agnostic view. So countries that continue to have access. Ainsi, les pays qui continuent de disposer d'un accès abondant à des sources d'énergie traditionnelles, offrant un rendement énergétique élevé par rapport à l'énergie investie, sont susceptibles et très probablement continueront de développer ces ressources. Un pays comme la Russie, qui possède d'abondantes ressources en pétrole et en gaz, ou une région comme l'Iran et d'autres parties du Golfe, peut continuer à développer des systèmes sociaux fondés sur l'efficacité énergétique des systèmes hydrocarbonés. Un pays comme la Chine n'a pas ce luxe. Et les États-Unis non plus, en réalité, même si à un certain niveau, on a fortement le sentiment qu'il existe un stock disponible de ce matériau. Voilà donc le premier enjeu. Le second, c'est que la conduite de la guerre, si l'on en arrive là, est fondamentalement une question de matière. Sans accès aux matériaux et à l'énergie nécessaire pour exploiter et transformer ces matériaux, votre capacité à créer les moyens de mener la guerre est fortement réduite. Et nous voyons cela, bien sûr, apparaître avec une clarté absolue à la suite de la guerre américaine contre l'Iran. Nous savons qu'en 30 jours, l'armée américaine a utilisé une énorme quantité de ses missiles intercepteurs, ainsi que de ses capacités d'attaque, en particulier d'attaque à longue portée. Maintenant, la question est de savoir dans quelle mesure ces armes et leur utilisation peuvent être reconstituées assez rapidement pour remplacer ce qui a été consommé. Et si votre rythme de consommation est bien supérieur à votre capacité à reconstituer ce stock, avec le temps, si vous continuez à mener des guerres de cette manière, votre stock continuera de diminuer. Et cela réduira, bien sûr, vos capacités de puissance militaire. Et je pense que nous le voyons aujourd'hui. Il est largement admis que l'épuisement de l'arsenal américain, si l'on peut dire, limite sa capacité à infliger à l'Iran un niveau de dégâts et de souffrance suffisant pour le faire plier. Cela limite également la mesure dans laquelle le système de combat américain peut intercepter et, en fin de compte, réduire de manière nette la capacité de l'Iran à maintenir des attaques, non seulement avec des missiles, mais aussi avec des technologies de drones. En d'autres termes,
l'Iran est capable de produire des drones plus rapidement que les Américains ne peuvent les détruire. Et à cause de cela, l'Iran peut maintenir un rythme de combat, infligeant les dommages qu'il est capable de causer à mesure que les systèmes de défense américains s'épuisent. Cela lui permettra de continuer sur cette base pendant longtemps, au point où, en fait, je dirais que peut pas être militairement vaincu selon des critères conventionnels. Cela a donc des répercussions supplémentaires, car les États-Unis ne sont clairement plus en mesure de protéger leurs bases en Asie occidentale. La présence d'environ 700 ou 800 bases à travers le monde a constitué, pour ainsi dire, la base immobilière de la projection de puissance américaine. Elle permettait à l'armée américaine d'être disponible et présente partout et à tout moment dans le monde. Mais si l'on ne peut pas protéger ces rampes de lancement, alors ces rampes ne servent plus à rien, ce qui oblige les forces américaines à frapper depuis des positions plus éloignées. Le fait qu'elles ne puissent pas approcher leurs porte-avions à moins de 1000 km de l'Iran par crainte d'être touchées, et je pense que tout le monde le sait, montre bien que le porte-avions rentré au port en boitant ne le fait pas parce que les rouleaux de papier toilette ou la blanchisserie ont pris feu. Voici donc le Gerald Ford. Nous savons que les plateformes américaines sont repoussées de plus en plus loin. Que signifie cela? Eh bien, cela veut dire qu'elles ne peuvent plus maintenir le même rythme d'attaque. Elles doivent opérer à plus grande distance, nécessitent du ravitaillement, ce qui modifie, si l'on peut dire, l'économie énergétique même de la capacité à faire la guerre. Cela favorise l'émergence d'une guerre asymétrique, d'une manière inimaginable, il y a encore 10 à 15 ans. Ainsi, les États-Unis se trouvent désormais, je pense, dans une position où ils ne sont plus à la pointe de la frontière technologique. On peut même dire qu'ils ne le sont plus depuis une dizaine d'années, ayant pris du retard sur les développements des systèmes de livraison hypersoniques. Et bien sûr, il a également pris un retard considérable dans le domaine des technologies de drones. Il finira par rattraper son retard. Il copie le drone Shahed, sur lequel l'Iran a bâti sa réputation. Mais les États-Unis sont désormais limités par la disponibilité des ressources matérielles et de l'énergie. Nous savons, par exemple, que le complexe militaro-industriel américain dépend de plus de 10 000 entreprises chinoises pour ses approvisionnements. Nous savons qu'un porte-avions comporte des milliers de pièces provenant en réalité des chaînes d'approvisionnement chinoises. Ainsi, plus on remonte la chaîne d'approvisionnement et plus ces éléments deviennent contraints, plus la capacité de l'Empire américain à se maintenir sur la base de l'ancien modèle thermodynamique et géospatial matériel s'amenuise. Il est probable, à mon avis, que les États-Unis seront, à la suite de la guerre en Asie occidentale, finalement contraints de se retirer de cette région, puis d'Asie orientale. Ils seront poussés à quitter l'Asie orientale parce qu'ils ne pourront pas soutenir la défense de leur base, et les pays qui les accueillent deviendront de plus en plus méfiants, estimant que les hébergés ne constituent plus un bouclier, mais les transforment en cibles. Ainsi, les États-Unis finiront par être repoussés de plus en plus loin de nombreux théâtres d'opération situés aux deux extrémités de l'Eurasie, qu'ils dominent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La question de savoir si les États-Unis pourront alors sécuriser l'hémisphère occidental, pour ainsi dire, restera ouverte. Cela ne veut pas dire qu'ils deviendront soudainement faibles dans cette partie du monde. En réalité, c'est là qu'ils seront les plus forts, car ils seront les plus proches de leur base, les plus proches des ressources, des chaînes d'approvisionnement, et ainsi de suite.
mais leur capacité à se projeter dans d'autres parties de cette région, à la lumière de ce que nous avons appris des capacités asymétriques de la défense iranienne, laisse penser que la projection de la puissance américaine en Amérique latine ne sera plus aussi simple qu'autrefois. Et cela amènera de nouveau Washington à repenser sa place dans le monde. Que se passera-t-il ensuite? Je n'en ai aucune idée. Oui. Et peut-être la dernière question pour aujourd'hui. Dans votre livre, vous expliquez très clairement que les pays qui optimisent la production réelle et l'efficacité énergétique domineront. Je trouve que c'est une affirmation fascinante. Elle est si simple. Et pourtant, la manière dont vous la formulez, dont vous la présentez, est vraiment unique. Et bien sûr, vous venez de la replacer dans son contexte pour nous. C'était une discussion passionnante sur la guerre en Iran, la guerre asymétrique et la posture militaire des États-Unis dans le monde qui évolue clairement. Et cette guerre en Iran va changer cela. Mais lorsque je pense aux pays du Sud global, par exemple, je me rends compte qu'un pays a besoin de ressources financières pour investir, développer ses infrastructures et moderniser ce qu'il possède déjà. Comment les économies émergentes, disons l'Éthiopie, le Chili ou la Moldavie, des pays qui ne sont probablement pas à la pointe du développement technologique ou de la richesse financière, peuvent-elles optimiser la production réelle et l'efficacité énergétique, tout en restant économiquement souveraines en même temps? Oui, excellente question. En fait, la souveraineté énergétique est véritablement la pierre angulaire. Et la beauté, si l'on peut dire, des systèmes d'énergie renouvelables et des micro-réseaux, etc., c'est qu'une fois mis en place, ils ne dépendent plus des apports de tiers. On peut les faire fonctionner, les contrôler et les gérer au niveau national. C'est probablement l'aspect le plus important. Maintenant, vous avez mentionné les ressources financières, bien sûr. La finance est une chose curieuse, car elle représente, en réalité, une revendication sur l'avenir. C'est une promesse de paiement que les États peuvent émettre. La question est, comme l'a dit un jour Hyman Minsky, que n'importe qui peut émettre sa propre monnaie. La vraie question est de savoir si vous pouvez amener les autres à l'accepter. Alors, pourquoi un autre pays accepterait-il une monnaie nationale particulière? Certains pays auront du mal à le faire, car ils disposent de ressources limitées pouvant être échangées contre cette monnaie. Mais dans de nombreux cas, une fois ce seuil franchi et les personnes et ressources disponibles mobilisées, on peut créer en termes conventionnels un cycle relativement vertueux de création de valeur. L'essentiel ici est de pouvoir accéder à suffisamment de RMB pour financer les capacités de souveraineté énergétique dont vous avez besoin. Les pays y parviennent littéralement en émettant des obligations libellées en RMB. Le Kazakhstan a annoncé qu'il envisageait de le faire. La Malaisie l'a fait. L'Indonésie l'a fait. La Russie l'a fait, à la fois au niveau privé et au niveau souverain. D'autres pays dans le monde l'ont également fait. La Hongrie en est un autre exemple. Cela leur permet de payer les produits fabriqués par la Chine. Mais une fois qu'ils disposent de ces produits, ils peuvent les exploiter de manière souveraine. Première couche. La deuxième couche consiste à aborder la question de la souveraineté de l'information. Comme je l'ai mentionné, la couche d'information est en réalité tout à fait essentielle. On ne peut pas retirer la couche d'information de ce système socio-économique, car sans elle, rien ne se coordonne. Par conséquent, c'est une partie très importante de l'infrastructure qu'un État-nation doit contrôler. Si l'on perd le contrôle de ces moyens de coordination essentiels, on perd littéralement la maîtrise de la manière dont les éléments peuvent évoluer. Ainsi, investir dans la souveraineté énergétique nationale permet également aux pays d'investir dans des systèmes souverains en matière d'information.
Et les propres avancées de la Chine dans des domaines comme l'IA distribuée, les technologies d'IA open source, et ainsi de suite, permettent en réalité aux pays d'acheter cette technologie et de l'exploiter eux-mêmes. Non pas d'obtenir une licence auprès d'une grande entreprise technologique américaine et d'espérer qu'elle continue à faire tourner le système, mais de prendre littéralement cette technologie fondamentale, de la déployer soi-même et de la faire fonctionner en instance locale, où il devient possible de commencer à personnaliser et à adapter cette infrastructure. Et c'est essentiel. Nous avons d'ailleurs vu à quel point cela est important dans le contexte de la guerre en Iran, car les tentatives de déstabilisation de l'Iran plus tôt cette année, dans la logique classique d'un changement de régime ou d'une révolution de couleur, ont finalement échoué lorsque le gouvernement iranien a pu exercer un contrôle sur sa technologie de l'information et sur son espace informationnel. Les gens peuvent ne pas l'apprécier pour diverses raisons, mais cette capacité a garanti son aptitude à faire face à ce risque, tout comme sa capacité à utiliser des technologies GPS non américaines pour le ciblage, etc., au cours de la guerre, lui a permis de mener des opérations militaires en tant qu'État souverain. Voilà donc votre deuxième niveau. Votre troisième niveau commence ensuite à intégrer l'équipement et la formation des personnes. Ce sont là les voies du développement économique du Sud global. L'avantage, c'est que les données montrent que ces 5 dernières années environ, les investissements directs étrangers de la Chine ont en réalité augmenté rapidement dans le monde en développement, dans le Sud global. Alors que par le passé, une grande partie du capital chinois était recyclé aux États-Unis, il est de plus en plus utilisé pour financer le déploiement d'infrastructures, d'usines et surtout la formation de populations locales, afin qu'elles puissent faire fonctionner tout cela. Ce faisant, cela transforme en profondeur les capacités du Sud global. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, car l'expérience de développement de la Chine elle-même s'est étalée sur 80 ans, dont les 45 dernières années en constituent la phase la plus visible. Le développement économique et social demande beaucoup de temps et d'efforts. Mais, dans de nombreuses régions du Sud global, l'ENA, les bases matérielles ne sont pas encore totalement en place, même si une grande partie l'est déjà. Bien sûr, lorsqu'on regarde une carte de l'Afrique et qu'on examine la carte énergétique, il est évident que de nombreuses régions du continent restent faiblement électrifiées, et cela constitue en soi un risque pour la souveraineté nationale et le développement. Un excellent exemple est la dépendance au diesel et aux générateurs fonctionnant au diesel comme source d'électricité dans de nombreuses zones d'Afrique. Or, cela doit changer si ces pays veulent pouvoir s'engager avec succès sur une voie de développement souverain, car les devises durement gagnées, utilisées pour acheter du diesel afin de produire de l'électricité, ne représentent pas une bonne utilisation de cette valeur. Si vous pouvez investir dans vos propres systèmes énergétiques afin de ne plus dépendre des importations de diesel par la suite, cela vous libère. Cela libère vos réserves de change pour importer d'autres choses dont vous avez besoin. Mais si vous épuisez constamment vos réserves de change simplement pour acheter du diesel, comment pouvez-vous ensuite acquérir de nouvelles machines, de nouveaux serveurs ou tout ce dont vous avez besoin, n'est-ce pas? Voilà pourquoi je dis que la souveraineté énergétique est l'élément fondamental et qu'à partir de là, tout le reste peut suivre. Les capacités chinoises, l'immense capacité de production de la Chine, ce que tout le monde en Occident qualifie de surcapacité. Pour être honnête, le Sud global va plutôt connaître une capacité insuffisante en matière de production chinoise et il aura besoin de capacités productives encore plus importantes. Espérons qu'une partie de cela, et une part croissante, apparaîtra au sein même du Sud global.
in the global south itself. Warwick, thank you so much for joining us. I think this was Warwick, a fascinating merci beaucoup discussion, d'avoir very, été avec very nous. Je pense que c'était une discussion fascinante, très très instructive et je l'ai vraiment appréciée. Le livre est absolument passionnant et je recommanderais à tous ceux qui regardent ceci de s'en procurer un exemplaire pour découvrir une approche radicalement nouvelle de l'économie. C'est vraiment un vent de fraîcheur. Je mettrai le lien du livre dans la description ci-dessous. N'hésitez pas à suivre Warwick et à consulter sa chaîne TEO Talks. Je mettrai également le lien dans la description. Et Warwick, comme toujours, j'ai hâte de te recevoir à nouveau dans l'émission. Merci beaucoup d'avoir participé. C'était un plaisir d'être avec vous. It's been great to be with you.